Bien, nous allons faire la correction de l'exercice. Il s'agit du lancer du poids, hein. Donc sachez qu'il s'agit ici d'un mouvement de chute libre parabolique, hein, d'un boulet que le sportif lance. Euh, Avant de commencer la correction, je vais expliquer deux graphiques qui sont donnés sur le sujet, hein, pour bien les comprendre. Et comme il y a des questions qui se rapportent à ces graphiques, ben, c'est bien que je les explique d'abord avant. Donc sachez qu'on vous donne la variation de la vitesse en fonction du temps, hein. La variation de la vitesse selon l'axe OX, c'est Vx, et la vitesse selon l'axe OY. Donc sur le premier graphique, figure 1, on remarque que la vitesse Vx est constante. Vous voyez, elle ne varie pas au cours du temps. Et que sa valeur à t égale à 0, vous voyez, t égale à 0 ici, sa valeur c'est 10 mètres par seconde. Vous voyez, c'est la valeur qui est là. Voilà, il n'y a pas de problème à comprendre ça. Maintenant, la vitesse Vy. Donc Vy, bon, elle est représentée par une fonction affine, vous voyez, décroissante. Donc ça veut dire quoi ça, décroissante? Ça veut dire que la vitesse, quand le boulet monte dans l'air, vous voyez, avec le mouvement, eh bien la vitesse Vy diminue jusqu'à s'annuler. Et après, le boulet retombe au sol. Donc, à t égale à 0, ici, j'ai la vitesse V0 de Y, ici. Donc c'est à peu près, on compte à peu près, on va trouver à peu près 9. Hein? C'est 9 mètres par seconde. Donc vous voyez que les conditions initiales concernent la vitesse. Donc ici, j'ai V0 de x égale à 10 mètres par seconde, mais que cette vitesse reste constante, vous voyez, durant tout le mouvement du boulet dans l'air. Or, la vitesse Vy ici, à t égale à 0, elle vaut 9 mètres par seconde, et plus le boulet monte dans l'air, vous voyez, plus cette vitesse diminue. Diminue jusqu'à s'annuler ici. Vous voyez, ici, la vitesse est nulle. Donc, que représente alors ce point? Ben, ce point, il représente le sommet de la trajectoire, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il fait après le boulet? Et il redescend jusqu'au sol. Donc c'est pour cela que la vitesse est négative ici. Pourquoi? C'est parce que la vitesse dans cette partie-là est dirigée vers le bas. Et comme l'axe Y il est vers le haut, hein, sur le schéma de l'exercice, eh bien la vitesse elle est nulle. Et vous voyez qu'elle augmente en valeur absolue, vous voyez, hein, elle augmente en valeur absolue, hein, jusqu'au sol, hein, où sa valeur est maximale, hein, Vy au sol, vous voyez. Bien, je reviens sur la figure numéro 2 pour vous expliquer un peu l'allure de la droite qui représente Vy. Sachez qu'il s'agit d'une fonction affine, décroissante. Ici, j'ai représenté la trajectoire parabolique. Donc sachez que à t égale à 0, le mouvement démarre de h, c'est-à-dire d'une hauteur h que j'ai représentée ici. Qu'est-ce qu'il fait alors le système mécanique? Ici, c'est le boulet là, que lance l'athlète. Sachez que sa vitesse diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler au sommet S, que j'ai représenté ici. Sachez que c'est la vitesse Vy qui s'annule au sommet S.
Et d'ailleurs, vous avez ici un point où la vitesse Vy est nulle. Donc, ça correspond au sommet S. Et cette partie-là où la vitesse Vy diminue, hein, ça correspond à cette partie-là. Vous voyez, de t égale à 0 jusqu'à S. Là. Donc cette partie-là, c'est la première courbe qui est là. De là jusque là. Et ensuite, au point S, sachez que la vitesse, c'est Vs. Et dans ce cas-là, bien entendu, c'est V de x. Vous voyez pourquoi V de x? Eh bien parce qu'elle est horizontale et parallèle à l'axe OX. Donc vous voyez que au point S, la seule vitesse qui n'est pas nulle, c'est V de x au point S. Et comme la vitesse Vx est constante durant tout le mouvement, eh bien, c'est égal à 10 mètres par seconde, c'est-à-dire à V 0 de x. Vous voyez? Là. La question est demandée dans l'exercice. Bien, maintenant, pour cette partie-là, de S jusqu'au sol, ben, on voit que, bien entendu, la vitesse Vy, vous voyez, est négative. Pourquoi elle est négative? C'est parce que elle est dirigée vers le bas. Vous voyez, si je prends ici, par exemple, une vitesse V, ici, comme ça, sachez que cette vitesse, c'est la somme de deux vitesses, Vx et Vy. Vous voyez, Vy ici et Vx ici. Vous voyez, si vous prenez vectoriellement la vitesse qui est là, eh ben il a une composante V de x parallèle à x. Celle-là, elle est positive, hein, toujours. Par contre, la composante Vy est négative. Pourquoi? Parce qu'elle va dans le sens contraire du sens de l'axe OY. Donc, c'est la partie qui est négative ici. Vous voyez, donc cette partie qui est là, elle correspond à cette partie de la trajectoire. Vous voyez, de S jusqu'au sol. Et celle-là, elle correspond à cette partie de la courbe. Vous voyez, de 0 à S. Vous voyez, je peux marquer c'est 0 à S. Et là, c'est de S jusqu'au sol. Donc voilà quelques éclaircissements sur la figure numéro 2, hein, pour bien la comprendre. Et sachez que vous trouverez les réponses, bien sûr, dans la résolution de l'exercice. Première question, on vous demande de déterminer la composante V0 de x. V0 de x, c'est-à-dire c'est la vitesse du centre d'inertie, hein, selon l'axe x à t égale à 0. Donc, quelle est la vitesse V0 de x? Bon, d'après la figure numéro 1, hein, on l'a déjà vu, d'après la figure 1, ben, V0 de x égale à 10 mètres par seconde. 10 mètres S-1. Donc ça, la lecture graphique n'est pas compliquée. Bien, pour la question numéro 2, on vous demande de donner la nature du mouvement de la projection du centre d'inertie sur l'axe OX et justifier la réponse. Donc, sachant que la vitesse Vx est une constante, d'après le graphique numéro 1, hein, est une constante. Donc, le mouvement du centre d'inertie, hein, donc le mouvement, sachez que le centre d'inertie, ça veut dire le centre de gravité du boulet, vous voyez? Donc, le mouvement du centre d'inertie sur OX, attention, il faut préciser l'axe, d'inertie sur l'axe OX,
est uniforme. Voilà, car la vitesse, bien entendu, est constante. Bien, pour la question 3 maintenant, on vous demande quelle est la composante de V S de x. Ça veut dire quelle est la valeur de V de x au point S, c'est-à-dire sur le sommet. Donc, je vous ai déjà montré ça. Bien, pour répondre à la question, voilà, je viens de faire le schéma, bien entendu, du mouvement hein, du boulet hein, au cours du temps. Donc, sachez que là, j'ai un repère OX, OY. Là, j'ai représenté la vitesse initiale V0. Sachez qu'il fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc sachez que on vous demande de calculer alpha par la suite. Donc c'est bien de savoir où est-ce qu'il se trouve. J'ai expliqué au début de la correction que la vitesse à partir de t égale à 0, donc vous voyez c'est la tangente à la trajectoire et on voit que sa tangente tend vers l'horizontale. Vous voyez jusqu'au point S elle est horizontale. Vous voyez. Donc la tangente au point S est horizontale. Vous voyez hein voilà. Et ça représente la vitesse Vs au point S. Après le point S, on voit que la vitesse, bien sûr, c'est toujours la tangente à la trajectoire, mais elle va prendre des valeurs négatives parce qu'elle est dirigée vers le bas. Hein, et que l'axe des Y il est vers le haut. Je parle de VY. Vx, il va aller toujours au sens de X. Vous voyez, parce que hein, si je prends la vitesse, regardez vectoriellement, hein, juste à ce point par exemple, si je prends la vitesse V qui est comme ça, vous voyez, en ce point-là. Donc sachez que c'est la somme de ce vecteur-là et de celui-là, vous voyez. Donc ça c'est V, ça c'est Vx, et ça c'est Vy. Vous voyez, ces jeux représentent vectoriellement les vitesses, vous voyez. Donc V de x, lui, il va toujours aller dans le sens de x. Heureusement, parce que le boulet, vous voyez, il va vers la droite. Par contre, Vy, bien sûr, il est dirigé vers le bas. Et ça aussi, c'est logique. Pourquoi? Parce que le boulet, il a tendance à aller vers le sol. Donc, voilà. Hein, pour comprendre ça, hein, c'est comme ça qu'il faut, il faut raisonner comme ça, vous voyez. J'aurais pu faire pareil ici pour la vitesse V. Et dans ce cas-là, Vy, vous voyez, il va être dirigé vers le haut et Vx toujours horizontal. Bien, donc ça n'est pas la question, mais c'est bien de comprendre un petit peu comment représenter la vitesse en chaque point de la trajectoire hein, et comment il est orienté. Donc ça c'est bien pour la compréhension du problème. Donc si je reviens à la question posée, elle est très très simple. Vous voyez Vs de x. Vous voyez que Vs, elle est horizontale. Donc, c'est égal à Vs de x. Et donc, sa valeur, bien entendu, hein, c'est 10 mètres par seconde, puisqu'on a dit que la vitesse sur l'axe OX est une constante. Donc, V S de x égale à V0 de x et donc est égal à 10 mètres seconde moins 1. Donc voilà la réponse à la question. Donc sachez que au point S, hein, je vais l'écrire ici, hein, ça n'est pas demandé. Si on vous demande VSY égale à 0 mètres seconde moins 1. Voilà, je vous donne cette réponse-là, au cas où.
hein, pour bien comprendre le problème. Bon, pour la question 1, quelle est la vitesse initiale sur l'axe OY? Donc, on l'a déjà montré tout à l'heure au début de la correction. Il suffit de regarder la figure 2, hein, la figure numéro 2. Il donne une vitesse approchée V0 de Y à peu près 9 mètres S-1. Hein, il suffit de prendre t égale à 0, hein, et lire l'ordonnée de ce point. Donc l'ordonnée, c'est 9 mètres par seconde. Bien, pour la question 2 maintenant, on vous demande de vérifier que la valeur de V0, hein, la valeur de la vitesse instantanée, c'est-à-dire à t égale à 0, elle est de 13,7 mètres par seconde, mètre S-1. Et que l'angle de tir, dans ce cas-là, c'est 43 degrés. Donc on va vérifier ces deux informations. Hein, pour les vérifier, c'est très très simple. Hein, je vais faire un petit dessin pour voir ça. Bien, ici, j'ai représenté la vitesse à l'instant t égale à 0, hein, V0. J'ai fait la projection sur OX, ça m'a donné V0 de X. Vous voyez, la projection, c'est une projection orthogonale. Hein, il faut tracer la perpendiculaire à l'axe OX. Vous voyez, ici, vous avez un angle droit ici. Voilà. Pareil, sur l'axe OY, hein, on fait la projection orthogonale. Et ça me donne, bien sûr, la composante de V0 sur l'axe OY. Donc voilà. Ils sont représentés en couleur verte. Voilà. Maintenant, quelle est la valeur de V0 maintenant? Donc sachez que c'est très très simple, hein, je vais vous montrer comment trouver ça. Sachez d'abord, je peux écrire que V0, voyez, c'est V0x sur l'axe OX, je peux prendre comme vecteur unitaire I, hein, sur l'axe 10x, plus V0YJ, hein, sur l'axe 10y. Et bien entendu, le module ou la valeur V0, hein, il est donné par la racine carrée de V0x au carré plus V0y au carré. Et il suffit de remplacer par les valeurs et vous trouvez le résultat demandé. Hein, donc, si je calcule ça, V0, donc, c'est la racine carrée de 10 au carré plus 9 au carré, ça me donne à peu près 13,5 mètres S-1. Voilà la valeur de la vitesse V0. Hein. Et sachez que on peut trouver ça avec le théorème de Pythagore, par exemple. Vous voyez que là, vous avez V0, là, vous avez V0 de x, V0y ici, c'est pareil que cette partie-là. Vous voyez, donc je peux mettre V0y ici, par exemple. Vous voyez, c'est la même valeur, vous voyez. Et donc, le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le carré de l'hypoténuse, etc., hein, voilà, V0 carré égale V0x au carré plus V0y au carré, vous voyez? Ça, c'est le théorème de Pythagore que j'applique ici. Et donc, V0 égale la racine carrée, vous voyez? Voilà, la racine carrée de V0 de x au carré plus V0 de y au carré. Mais on ne vous demande pas de démontrer, bien entendu. Hein. Donc, si vous avez la formule, eh ben, vous l'appliquez directement et puis vous trouvez la valeur demandée. Bon, ça, c'est pour la valeur de V0. Maintenant, pour alpha,
quelle est la valeur de alpha? Hein, quelle est la valeur de alpha maintenant? Bon, alpha, bien sûr, c'est l'angle que fait la vitesse initiale V0 avec l'horizontale. Donc, il suffit de prendre, vous voyez, je connais maintenant la valeur de V0, je connais la valeur de V0x, hein, c'est bien de prendre le cosinus. Vous voyez, le cosinus de alpha égale côté adjacent V0 de x sur l'hypoténuse V0. Donc vous voyez pourquoi je prends V0 de x et pas V0 de y en prenant le sinus. Vous voyez, si j'avais pris le sinus de alpha, hein, par exemple sinus de alpha, c'est égal à V0 de y sur V0. Vous voyez? Et il m'aurait donné la valeur de alpha. Bon, j'ai choisi bien sûr cosinus. C'est parce que V0 de x, je la connais avec précision. C'est 10 mètres par seconde. Or, Vy n'est pas connu avec précision. Vous voyez, j'ai pris la valeur, bien sûr, hein, l'ordonnée à t égale à 0, et j'ai trouvé 9. Et d'ailleurs, ici, on ne trouve pas exactement la valeur donnée dans le sujet. Hein, il faut justifier ça par le fait que V0y n'est pas connu avec une grande précision. C'est pour cela qu'on a 13,5, ce qui n'est pas mal, hein, ce qui n'est pas loin, bien sûr, de la valeur qui est donnée. Donc ici, bien sûr, alpha égale, vous prenez arc cosinus de V0 de x sur V0, hein, et vous remplacez par les valeurs et vous trouvez que alpha égale à arc cosinus de 10 sur 13,7. Vous voyez, je prends la valeur la plus précise qui est donnée sur le sujet. Et je trouve 43 degrés. Donc voilà pour l'angle alpha. Donc voilà, la question était intéressante, hein, parce qu'il parle des vecteurs, hein, comment calculer le module d'un vecteur, connaissant ses composantes, hein, comment trouver après alpha avec les fonctions trigonométriques. Hein, donc c'est une question intéressante. Bien, maintenant pour la question 1.3.1, on vous demande de donner toutes les caractéristiques de la vitesse, bien sûr, au sommet de la trajectoire, c'est-à-dire Vs, hein, voilà, du boulet. Hein, sachez que, je l'ai déjà expliqué, sachez que au sommet, Vy égale à 0. Donc, si je calcule la valeur de Vs comme étant, vous voyez, je prends la formule que j'ai utilisée tout à l'heure, hein, Vx au carré plus Vy au carré. Sachant que Vy au carré égale à 0, donc je me retrouve avec Vx au carré. Ce qui donne, bien entendu, Vx. Donc, la vitesse au sommet n'est rien d'autre que la vitesse de x. Et comme la vitesse de x est constante, donc c'est égal à 10 mètres par seconde. Hein? 10 mètres s moins a. Voilà la réponse à cette question. Et sachez que c'est une vitesse horizontale, hein, on peut le dire, dirigée dans le sens de l'axe OX. Hein, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette vitesse au sommet S de la trajectoire. Bien, pour la question 1.3.2, voilà, j'ai refait un schéma. Hein, ça ressemble au graphique qui est donné sur le sujet. C'est juste pour vous montrer comment représenter les vecteurs V0 et Vs. Donc sachez que V0, bien entendu, c'est la tangente à la trajectoire au point t égale à 0. Hein?
donc ça veut dire ici, hein, au moment du lancer, et que la vitesse Vs, on vient de montrer que il n'est rien d'autre que Vx. Et donc Vx est horizontal, et donc c'est comme ça qu'il fallait présenter ces deux vecteurs. Bon, on vous demande que l'échelle n'est pas exigée, mais quand même, on peut mettre V0 avec une flèche hein, de longueur plus grande que Vs, d'après les valeurs que nous avons trouvées. Donc, voilà pour cette partie. Bien, pour la question maintenant de 1, on vous demande d'exprimer littéralement la valeur de la poussée d'Archimède PA. Donc sachez que PA, la poussée d'Archimède, c'est toujours la masse volumique du fluide utilisée. Ici, c'est l'air fois le volume de l'objet, bien sûr, qui est en mouvement. Ici, c'est le boulet. Et fois l'accélération de la pesanteur G. Donc voilà, sachez que la masse volumique de l'air est notée mu'. Donc voilà l'expression, bien entendu, de la poussée d'Archimède. Hein, on va noter que la poussée d'Archimède, en fait, c'est le poids de la masse. Hein, c'est le poids, hein, la définition si vous voulez, c'est le poids de la masse du fluide. Le fluide, ça veut dire du fluide, et on va marquer ici l'air, parce que ici l'air, hein, le fluide c'est l'air ici. Donc c'est le poids de la masse du fluide d'air déplacé hein, c'est le poids de la masse du fluide d'air déplacé par l'objet ou le système mécanique. Ici, c'est le boulet de l'athlète. Hein? Donc, sachez que mu', c'est la masse volumique de l'air. Masse volumique de l'air. Il est donné, la valeur, elle est donnée sur le sujet. V, à ne pas confondre avec la vitesse, hein, c'est le volume du boulet ou bien de l'objet mécanique concerné par l'exercice. Hein, ici, c'est le boulet, mais ça peut être autre chose. Et G, c'est l'accélération de la pesanteur. Hein, accélération voilà l'expression de la poussée d'Archimède avec toutes les explications. Donc sachez que pour les unités, hein, je vais vous les donner aussi. Hein, PA, c'est une force, donc c'est des newtons. Masse volumique, donc kilogramme par mètre cube. V, mètre cube. Et puis G, c'est l'accélération, donc mètres par seconde au carré. Voilà les unités dans le système international. Maintenant, le poids. Eh bien, le poids, P. Donc, le poids. Donc, c'est égal à M fois G. Et sachez que la masse, c'est la masse volumique, bien sûr, de l'objet mécanique fois son volume fois G. Donc ici, le volume reste le même, hein, c'est le volume du boulet. L'accélération de la pesanteur, il n'y a que le mu qui est la masse volumique, masse volumique du boulet de l'athlète. Donc voilà, j'ai la poussée d'Archimède ici. Hein.
Donc je vais noter ici poussée d'Archimède, hein, je ne l'ai pas noté, mais c'est bien de le faire, hein, poussée d'Archimède. Voilà. On vous demande de montrer que PA est négligeable devant P. Donc sachez que lorsqu'on vous demande de montrer qu'une chose est négligeable devant une autre chose, on peut calculer le rapport, bien sûr, des deux forces. Donc calculons. Calculons le P sur PA. Vous voyez? Donc il suffit de remplacer. Donc P, c'est la masse volumique fois le volume fois G. Attention, le V, c'est le volume. Faites attention à ça. Souvent, on se trompe. La masse volumique de l'air fois le volume fois G. Donc on voit bien qu'on peut simplifier par le volume qui est le même et G qui est la même. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne la masse volumique du boulet sur la masse volumique de l'air mu prime. Et bien on va calculer tout ça. Donc P sur PA avec les valeurs qui sont données sur le sujet. Donc c'est 7 fois 10 puissance 3, divisé par 1,29. Ce qui me donne une valeur à peu près 5,50 fois 10 puissance 3. Bien. Sachez que si on travaille sur les ordres de grandeur, là, ça n'est pas demandé. Ordre de grandeur, je vais vous le faire ici, ordre de grandeur. Vous voyez, si vous avez un nombre comme ça, lorsque le petit a ici est supérieur ou égal à 5, on prend ça comme étant égal à 10. C'est juste pour simplifier les choses, mais ça n'est pas demandé ici, attention. Donc ça me donne à peu près 10 puissance 4. Vous voyez? L'ordre de grandeur de ça. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids, il est 10 000 fois supérieur à PA. Ce qui montre que la poussée d'Archimède, bien sûr, elle est négligeable dans ce cas-là. Bien, juste pour finir la question de 1, on a trouvé que P égale, je vais garder la valeur qu'on a trouvée, pas l'ordre de grandeur, mais sinon c'est pareil, fois PA. Vous voyez, au moins P il est 1000 fois supérieur à PA, donc bien sûr qu'il faut toujours donner la réponse finale, donc PA est négligeable, PA est négligeable devant P. Attention, à chaque fois que vous travaillez sur une grandeur que vous cherchez à négliger devant une autre grandeur. Donc, il faut toujours donner la grandeur devant laquelle on néglige une autre grandeur. Je ne peux pas dire que PA est négligeable. Vous voyez, et je m'arrête là. Mais il est négligeable par rapport à quoi? Bien entendu, il faut donner par rapport à quoi il est négligeable. Donc là, il est négligeable par rapport au poids. C'est-à-dire le poids, il est tellement grand que PA n'a aucune influence sur le mouvement de l'objet. C'est ça ce que veut dire cette question, de 1. Bon, maintenant la question de 2. On va maintenant entrer dans la mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier pour la question de 2? Je vais vous donner un petit peu la méthodologie. Le système mécanique, système
mécanique, c'est-à-dire l'objet qu'on est en train d'étudier dans ce cas-là. Donc vous avez remarqué que c'est le boulet de l'athlète. Si vous voulez, c'est la boule que l'athlète lance. Et dans quel référentiel? Ben, bien entendu, dans le référentiel terrestre. Référentiel terrestre. Sachez que j'ai fait d'autres exercices et cette partie-là que je vais faire, ça ressemble aux autres. Sachez que une fois que vous faites ça bien une seule fois, après c'est répétitif et on peut l'utiliser pour n'importe quel problème puisque on trouve les mêmes forces, on trouve les mêmes équations et par conséquent on trouve la même méthode de résolution aussi. On peut marquer supposé galiléen, hein, supposé galiléen, ça veut dire que dedans on peut appliquer les lois de Newton. Vous voyez, c'est ça ce que veut dire. Inventaire des forces, quelles sont les forces bien sûr qui agissent sur le boulet, hein? Inventaire des forces. Comme ça, tout est clair. Vous avez les forces, vous avez le système mécanique, vous avez le référentiel. Donc, inventaire des forces, bien sûr, le poids P. Et je peux noter entre parenthèses que force de frottement et poussée d'Archimède négligeable. Force de frottement et poussée d'Archimède négligeable face au poids, bien sûr face au poids, qui lui est très grand. Bon, si vous faites tout ça, c'est pas mal, vous voyez, ça complète un peu la réponse. Bien, la deuxième loi de Newton maintenant, vous voyez, deuxième loi de Newton. On va l'écrire dans le cas général, c'est la somme des forces extérieures I égale à M, la masse de l'objet ou du système mécanique, fois l'accélération du centre d'inertie. Et on note que ici, c'est P égale à MA. Donc vous voyez, P égale à MA. Et on sait que P c'est M fois G. Donc, M fois G égale à MA. On simplifie par la masse. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve que A, donc, ce qui donne A égale à l'accélération de la pesanteur, dans ce cas-là, vous voyez? Et je peux la donner sous forme de... Je peux donner les coordonnées de l'accélération hein, sur les axes OX, OY. Donc j'ai AX de temps égale à 0 en fonction du temps. Et AY en fonction du temps égale à moins G. Vous voyez, moins G parce que G, il est dirigé vers le bas et l'axe, il est vers le haut. C'est-à-dire l'axe qui est donné dans l'exercice. Ah, si vous voulez, j'ai voilà X, Y, G, elle est vers le bas. Vous voyez? Bien, pour la question 2-3, on va travailler dans le repère qui est défini dans l'introduction, hein, OX, OY. Donc, on part des coordonnées de l'accélération. Hein. On a trouvé que AX égale à 0 et que AY égale à moins G, hein, dans la question précédente. Sachant que A, c'est la dérivée, bien sûr, de la vitesse par rapport au temps,
Donc pour trouver les coordonnées de la vitesse en fonction du temps, on va passer par les primitives. Donc, v de x de t égale, donc c'est la primitive de ax. Vous voyez, cette fonction, elle est nulle, donc la primitive est une constante. Donc la constante, je vais la noter k. Voyez, et après, bien sûr, à t égale à 0, k égale à v0 de x. Vy de t, donc c'est la primitive de cette fonction. Donc, sachant que cette fonction est une constante, parce que g est une constante. Donc ça va me donner moins g de t plus une constante d'intégration que je vais noter k1. Maintenant, pour les constantes de primitives, hein, ou d'intégration, hein, il y en a qui parlent d'intégration, il y en a qui parlent de primitive, hein, c'est la même chose. Donc, détermination des constantes, k, k1, comment on les détermine? C'est avec les conditions initiales. Vous voyez, conditions initiales. Donc, les conditions initiales, sachez que V0, c'est V0 de x, et c'est V0 cos alpha. V0 de y, c'est V0 sin de alpha. Donc ça, vous devez connaître ça par cœur. Vous voyez? Je peux remplacer les alpha et les V0, mais pour l'instant, c'est toujours intéressant de garder les grandeurs physiques sans les remplacer par les valeurs, parce que ça donne une expression à la fin qui reste générale. Vous voyez? Bien. Donc, si je cherche à déterminer k, donc Vx t égale à 0, ça va être V0 de x égale à V0 cos alpha, et ça c'est égal à k. Voilà, donc k, on a son expression, c'est V0 cos alpha, hein, c'est multiplié. Donc parfois on ne met pas le point, mais sachez que c'est multiplié. Après, le Vy à t égale à 0, en fait c'est V0 de y qui est égal à V0 sin de alpha, et ça c'est égal à K1. Pourquoi? Parce qu'à t égale à 0, moins g fois 0, ça donne 0. Et donc K1 égale à V0 de y. Par conséquent, les coordonnées du vecteur vitesse maintenant, hein, je vais les écrire. Donc c'est Vx de t égale à V0 cos alpha, y égale à moins g fois t plus V0 sin alpha. Donc voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Hein. Et voilà les coordonnées du vecteur accélération, qui nous a permis de trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Maintenant, je vais vous donner une règle très très simple. Bon, là, je vous ai montré un petit peu que tout vient des conditions initiales, et voilà comment on les écrit, hein, pour trouver les constantes de primitives. Mais sachez que, dorénavant, mais c'est bien de faire ça, mais vous devez savoir faire aussi cette méthode qui est rapide. Hein. Vous voyez que là, j'ai une constante k qui se rapporte à Vx. Vous voyez? Donc, k, forcément, c'est V0 de x. Vous voyez? X, c'est parce que je travaille sur x.
et V0 de x parce que c'est cette grandeur physique à t égale à 0, vous voyez. Et j'aurais mis directement V0 cos alpha, ici. Vous voyez. Maintenant, K1. K1, il se rapporte à cette fonction-là. Cette fonction, c'est Vy de t. Donc, je la prends comme étant V0 de y. Vous voyez, ça va me donner cette constante-là. Et là, ça va me donner cette constante-là. Reste à savoir l'expression de V0 de y, de V0 de x. Et dans ce cas-là, vous avez ces deux expressions qui restent dans le cas général. Hein, ça, c'est dans le cas général où le mouvement se fait selon x et y. Et il y a des cas particuliers quand même, hein, c'est-à-dire le V0 il peut être horizontal. Vous voyez, si vous lancez quelque chose de très haut, mais horizontalement, hein, comme ça, par exemple, vous voyez, regardez, vous avez x, y, et vous lancez quelque chose comme ça, vous voyez, horizontalement, avec V0 comme ça, vous voyez. Donc, V0, y est nul, vous voyez là. Donc, vous voyez, ça dépend des cas. Donc, le cas où V0 elle est sur les deux axes, c'est toujours avec un angle alpha, et par conséquent, ça reste le cas général, vous voyez. Alors, il se fait de prendre alpha, hein, la valeur, ici, alpha, il vaut 0 ici, vous voyez. Parce que alpha, c'est toujours par rapport à x. Comme là, il est collinéaire à x, donc alpha égale à 0. Donc si je prends sinus de 0, ça va me donner 0. Et je trouve que Vy égale à 0. Vous voyez pourquoi cette écriture, ça reste général. Il suffit de connaître alpha et de remplacer dans ces expressions alpha par sa valeur. Vous voyez, pour alpha égale à 0, cos de 0 c'est 1, je trouve V0. Sinus de 0 c'est 0, donc je trouve 0 pour V0y. Voilà pour la vitesse. Maintenant, on va passer aux équations horaires du vecteur position. Bien, je rappelle ce qu'on a trouvé. Hein. On a trouvé AX égale à 0, AY égale à moins G. Ensuite, on a écrit que A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Hein. Et ça nous a donné les coordonnées du vecteur vitesse, à savoir Vx de t égale à V0 cos alpha et Vy de t égale à moins g t plus V0 sin alpha. Maintenant, quelle est la relation entre V et OG, c'est-à-dire le vecteur position? Donc on sait que V, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, ça va me donner OG de t, ça va me donner x de t égale, donc c'est la primitive de v de x. Hein? Vous voyez, v de x, c'était la primitive de a de x, et maintenant x, c'est la primitive de v de x, de cette fonction. Or, cette fonction, c'est v0 cos alpha fois t, plus une constante que je peux noter k2. Sachez que quand vous notez les constantes, notez-les différemment. Il ne faut pas mettre la même lettre, sinon ça porte confusion. Y de t maintenant, c'est la primitive de v de y. Donc c'est moins 1 demi de g t carré plus v0 sin alpha de t plus une constante que je noterai K3. Donc vous voyez maintenant K2 et K3,
il faut trouver leur valeur. Et ça, c'est par les conditions initiales. Hein, je vais le marquer en rouge. Ça, c'est par les conditions initiales sur le vecteur OG. Conditions initiales, c'est-à-dire à t égale à 0, où se trouver, voilà. Hein, donc sachez que OG, je le marque en rouge, 0, hein, c'est-à-dire à t égale à 0, j'ai x0 égale à 0, y0 égale à h. Alors regardez, je refais le schéma vite fait ici. Donc vous avez x, y, o. Donc il est parti d'ici. Vous voyez, là, le mouvement est parti d'ici. Or, ici, c'était à une hauteur h. Hein, vous avez l'athlète, vous avez la main de l'athlète qui est levée. Ça donne une hauteur h, mais toujours à partir de x égale à 0. Vous voyez? C'est pour cela que j'ai créé ces deux conditions. Eh bien, ces deux conditions vont nous donner, bien entendu, K2 et K3. Donc, x pour t égale à 0 égale à x0 égale à 0. Et sachez quand vous mettez t égale à 0, ça veut dire que dans l'équation qui est là, vous mettez t égale à 0. Donc ça, c'est égal à K2. Donc K2 égale à 0. Vous voyez, K2 égale à 0. Maintenant, y de t égale à 0 égale y0, mais quelle est sa valeur à t égale à 0? C'est h. Et ça, c'est égal à K3. Donc K3 égale à h. Vous voyez, vous mettez ici t égale à 0, ça donne 0, 0. Et donc K3, c'est y0. Vous voyez? Ce qui donne, finalement, OG, les équations horaires, bien entendu, du centre d'inertie. Hein, vous avez x de t égale V0 cos alpha fois t. Et on a y de t égale à moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha de t plus h. Ça, c'est important. Donc, vous voyez que si je reviens à la méthode rapide dont je vous ai parlé tout à l'heure, regardez K2, c'est x à t, c'est x0. Vous voyez, donc ça, c'est x0. Donc, si x0 égale à 0, donc vous mettez 0 directement. Mais ça vient de là. Hein. Maintenant, ici, donc vous voyez que K3, c'est y0. Vous voyez? Donc, étant donné que y0 c'était h, ben je mets que K3 égale à h. Donc, vous voyez que rien qu'avec les équations, vous trouverez très rapidement les constantes de primitives. Hein, mais c'est bien de savoir d'où ils viennent aussi. Hein. Voilà pour les équations horaires hein, de la vitesse et du vecteur position. Bien, pour la question 2.3, on va travailler dans le repère qui est défini dans l'introduction, hein, OX, OY. Donc, on part des coordonnées de l'accélération. Hein. On a trouvé que AX égale à 0 et que AY égale à moins G, hein, dans la question précédente. Sachant que A, c'est la dérivée, bien sûr, de la vitesse par rapport au temps. Donc, pour trouver les coordonnées de la vitesse en fonction du temps, on va passer par les primitives. Donc, V de x de t égale, donc c'est la primitive de ax. Vous voyez, cette fonction, elle est nulle, donc la primitive est une constante. Donc la constante, je vais la noter
K, et après, bien sûr, à t égale à 0, K égale à V0 de x. Vy de t, donc c'est la primitive de cette fonction. Donc, sachant que cette fonction est une constante, parce que g est une constante. Donc, ça va me donner moins g de t plus une constante d'intégration que je vais noter K1. Maintenant, pour les constantes de primitives, hein, ou d'intégration, hein, il y en a qui parlent d'intégration, il y en a qui parlent de primitive, hein, c'est la même chose. Donc, détermination des constantes, K, K1, comment on les détermine? C'est avec les conditions initiales. Vous voyez, conditions initiales. Donc, les conditions initiales, sachez que V0, c'est V0 de x, et c'est V0 cos alpha. V0 de y, c'est V0 sin de alpha. Donc ça, vous devez connaître ça par cœur. Vous voyez? Je peux remplacer les alpha, les V0, mais pour l'instant, c'est toujours intéressant de garder les grandeurs physiques sans les remplacer par les valeurs, parce que ça donne une expression à la fin qui reste générale. Vous voyez? Bien. Donc, si je cherche à déterminer K, donc Vx t égale à 0, ça va être V0 de x égale à V0 cos alpha, et ça c'est égal à K. Voilà, donc K, on a son expression, c'est V0 cos alpha, hein, c'est multiplié. Donc parfois on ne met pas le point, mais sachez que c'est multiplié. Après, le Vy à t égale à 0, en fait c'est V0 de y qui est égal à V0 sin de alpha, et ça c'est égal à K1. Pourquoi? Parce qu'à t égale à 0, moins g fois 0, ça donne 0. Et donc K1 égale à V0 de y. Par conséquent, les coordonnées du vecteur vitesse maintenant, hein, je vais les écrire. Donc c'est Vx de t égale à V0 cos alpha, y égale à moins g fois t plus V0 sin alpha. Donc voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Hein. Et voilà les coordonnées du vecteur accélération, qui nous a permis de trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Maintenant, je vais vous donner une règle très très simple. Bon, là, je vous ai montré un petit peu que tout vient des conditions initiales, et voilà comment on les écrit, hein, pour trouver les constantes de primitives. Mais sachez que, dorénavant, mais c'est bien de faire ça, mais vous devez savoir faire aussi cette méthode qui est rapide. Hein. Vous voyez que là, j'ai une constante K qui se rapporte à Vx. Vous voyez? Donc, K, forcément, c'est V0 de x. Vous voyez? X, c'est parce que je travaille sur x, et V0 de x parce que c'est cette grandeur physique à t égale à 0. Vous voyez? Et j'aurais mis directement V0 cos alpha, ici. Vous voyez? Maintenant, K1. K1, il se rapporte à cette fonction-là. Cette fonction, c'est Vy de t. Donc, je la prends comme étant V0 de y. Vous voyez? Ça va me donner cette constante-là.
Et là, ça va me donner cette constante-là. Reste à savoir l'expression de V0 de Y, de V0 de X. Et dans ce cas-là, vous avez ces deux expressions qui restent dans le cas général. Hein, ça, c'est dans le cas général où le mouvement se fait selon X et Y. Et il y a des cas particuliers quand même, hein, c'est-à-dire le V0, il peut être horizontal. Vous voyez, si vous lancez quelque chose de très haut, mais horizontalement, hein, comme ça, par exemple, vous voyez, regardez, vous avez X, Y, et vous lancez quelque chose comme ça, vous voyez, horizontalement, avec V0 comme ça, vous voyez. Donc, V0Y est nul, vous voyez là. Donc, vous voyez, ça dépend des cas. Donc, le cas où V0 elle est sur les deux axes, c'est toujours avec un angle alpha, et par conséquent, ça reste le cas général, vous voyez. Il se fait de prendre alpha, hein, la valeur, ici, alpha, elle vaut 0 ici, vous voyez. Parce que alpha, c'est toujours par rapport à x. Comme là, elle est collinéaire à x, donc alpha égale à 0. Donc si je prends sinus de 0, ça va me donner 0. Et je trouve que Vy égale à 0. Vous voyez pourquoi cette écriture, ça reste général. Il suffit de connaître alpha et de remplacer dans ces expressions alpha par sa valeur. Vous voyez, pour alpha égale à 0, cos de 0 c'est 1, je trouve V0. Sinus de 0 c'est 0, donc je trouve 0 pour V0Y. Voilà pour la vitesse. Maintenant, on va passer aux équations horaires du vecteur position. Bien, je rappelle ce qu'on a trouvé. Hein. On a trouvé AX égale à 0, AY égale à moins G. Ensuite, on a écrit que A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Hein. Et ça nous a donné les coordonnées du vecteur vitesse, à savoir Vx de t égale à V0 cos alpha et Vy de t égale à moins g t plus V0 sin alpha. Maintenant, quelle est la relation entre V et OG, c'est-à-dire le vecteur position? Donc on sait que V, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, ça va me donner OG de t, ça va me donner x de t égale, donc c'est la primitive de V de x. Hein? Vous voyez, V de x, c'était la primitive de A de x, et maintenant x, c'est la primitive de V de x, de cette fonction. Or, cette fonction, c'est V0 cos alpha fois t, plus une constante que je peux noter K2. Sachez qu'on va noter les constantes, notez-les différemment. Il ne faut pas mettre la même lettre, sinon ça porte confusion. Y de t maintenant, c'est la primitive de V de y. Donc c'est moins 1,5 de g t carré plus V0 sin alpha de t plus une constante que je noterai K3. Donc vous voyez maintenant K2 et K3, il faut trouver leur valeur. Et ça, c'est par les conditions initiales. Je vais le marquer en rouge. Ça, c'est par les conditions initiales sur le vecteur OG. Conditions initiales, c'est-à-dire à t égale à 0, où se trouver, voilà. Donc sachez que OG, je le marque en rouge, 0, c'est-à-dire à t égale à 0, j'ai x0 égale à 0,
y0 égale à h. Alors regardez, je refais le schéma vite fait ici. Donc vous avez x, y, o. Donc il est parti d'ici. Vous voyez, là, le mouvement est parti d'ici. Or, ici, c'était à une hauteur h. Vous avez l'athlète, vous avez la main de l'athlète qui est levée. Ça donne une hauteur h, mais toujours à partir de x égale à 0. Vous voyez? C'est pour cela que j'ai créé ces deux conditions. Eh bien, ces deux conditions vont nous donner, bien entendu, K2 et K3. Donc, x pour t égale à 0 égale à x0 égale à 0. Et sachez quand vous mettez t égale à 0, ça veut dire que dans l'équation qui est là, vous mettez t égale à 0. Donc ça, c'est égal à K2. Donc K2 égale à 0. Vous voyez, K2 égale à 0. Maintenant, y de t égale à 0 égale y0, mais quelle est sa valeur à t égale à 0? C'est h. Et ça, c'est égal à K3. Donc K3 égale à h. Vous voyez, vous mettez ici t égale à 0, ça donne 0, 0. Et donc K3, c'est y0. Vous voyez? Ce qui donne, finalement, OG, les équations horaires, bien entendu, du centre d'inertie. Vous avez x de t égale V0 cos alpha fois t. Et on a y de t égale à moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha de t plus h. Ça, c'est important. Donc, vous voyez que si je reviens à la méthode rapide dont je vous ai parlé tout à l'heure, regardez K2, c'est x à t, c'est x0. Vous voyez, donc ça, c'est x0. Donc, si x0 égale à 0, donc vous mettez 0 directement. Mais ça vient de là. Maintenant, ici, donc vous voyez que K3, c'est y0. Vous voyez? Donc, étant donné que y0 c'était h, ben je mets que K3 égale à h. Donc, vous voyez que rien qu'avec les équations, vous trouverez très rapidement les constantes de primitives. Mais c'est bien de savoir d'où ils viennent aussi. Voilà pour les équations horaires de la vitesse et du vecteur position. Bien, de l'équation 1, je prends le temps, donc t égale à x sur v0 cos alpha, ce qui donne pour l'équation numéro 2, 2 points, je l'écris ici, y de x, faites attention maintenant, c'est y de x et non pas de t, c'est moins g sur 2 fois t au carré. Donc t au carré, c'est quoi? C'est x sur v0 cos alpha, le tout au carré. Vous voyez, le tout au carré, plus v0 sin alpha fois le temps qui est x sur v0 cos alpha, plus, bien entendu, le h, à ne pas oublier. Bien, maintenant le travail est terminé. Je remarque quand même que V0 se simplifie là et là, donc V0 se simplifie. Et je remarque que sinus divisé par cosinus de alpha, c'est la tangente alpha. Donc soit on garde sinus alpha, cos alpha, soit on remplace par tangente alpha. Donc y de x donc, va être égal à moins g sur 2 v0 au carré cos alpha au carré
Hein, et je peux mettre des parenthèses ici si vous voulez, et le tout fois x au carré, vous voyez? Comme ça, je sépare un petit peu le coefficient qui est constant ici. Hein? Plus, on a dit tangente alpha fois x plus h. Donc vous voyez qu'on trouve l'équation d'une parabole hein, de la forme y de x égale à x au carré plus b fois x plus c. Vous voyez là que vous voyez en mathématiques. Voyez, et sachez que les paraboles, lorsque le a est négatif, c'est une parabole inversée. Vous voyez, c'est a là, qui est là est positif, et bien c'est une parabole non inversée. Vous voyez, c'est-à-dire que le sommet il est vers le bas. Bon, ça c'est quelques constatations mathématiques. Bien, pour la question 3.1, l'entraîneur de l'athlète a travaillé sur deux paramètres. D'abord, angle alpha fixe, angle alpha fixé, hein, c'est la figure 3. Et ensuite, la vitesse initiale, V0 fixée, et c'est la figure 4. Donc on vous donne des propositions. On vous dit par exemple, hein, lorsque la vitesse V0 augmente, que fait la distance d du g? Vous voyez, le d, ça veut dire la distance horizontale d du g. Donc V0 augmente. Alors, la distance d maintenant, la distance horizontale d, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il, voilà, vous avez des propositions, est-ce qu'elle augmente, diminue, la même? Sachez que la question n'est pas très compliquée, puisque vous avez un graphique, hein, et on voit sur le graphique que lorsque V0 augmente, ben D augmente. Bon, ça, il n'y a aucun problème à ça. Hein. Donc, il faut cocher augmente. Vous voyez? Voilà. D'après le graphique numéro 3, hein, on voit que lorsque la vitesse V0, 13,2 mètres par seconde, hein, on était vers 20 mètres, et lorsque V0, bien sûr, atteint 14 mètres par seconde, on est au-delà de 20 mètres. Donc, bien entendu, ça augmente, ce qui est logique. Hein. Maintenant, V0 fixe. Et on augmente alpha. Donc, alpha augmente dans ce cas-là, vous voyez? C'est la figure 4. Hein, j'ai alpha comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Par rapport à l'horizontale. Donc, que fait alors la distance D? Eh bien, si vous regardez le graphique 4, vous allez voir que elle augmente, passe par un maximum et diminue. Donc, augmente, passe par un maximum, puis diminue. Donc, c'est ce que montre la figure numéro 4. Parce que sur la figure numéro 4, hein, pour alpha 37, hein, on a une certaine distance. Alpha 41, la distance, bien entendu, a augmenté.
Et lorsque alpha est arrivé à 48, eh bien, ça a baissé, vous voyez. Bien, si on représente un peu les choses, vous voyez, regardez, c'est là, V0 il est comme ça, c'est les comme ça, c'est les comme ça. Donc vous voyez que ça augmente. Et lorsque alpha, bien sûr, augmente davantage, ben, ça peut baisser, vous voyez. Et plus alpha va vers la verticale, plus maintenant ça baisse, vous voyez, jusqu'à ce que la vitesse, si on suppose qu'elle est carrément verticale comme ça, vous voyez, eh ben, le boulet retombe directement, bien sûr, vers dans la verticale. Hein. Donc vous voyez que lorsqu'on augmente l'angle alpha, hein, D augmente, voilà, D augmente, et elle passe par un maximum, hein, pour un alpha bien déterminé, et au-delà de ce alpha, eh ben, la distance elle commence à baisser, vous voyez. Donc voilà un petit peu la question 3.1. Normalement, il fallait juste observer les courbes données et puis déduire les réponses à la question. Bien, pour la question 3.2, on vous rappelle le record du monde du lancer du poids, hein, dans le championnat du monde d'athlétisme de 2003 à Paris. Hein, et on vous donne la valeur de la distance D horizontale, hein, c'est 21,69 mètres. Et on vous demande, avec le graphique 3 et 4, est-ce qu'il y a une combinaison pour battre ce record du monde? Donc, si on remarque les graphiques, hein, sachez que le graphique 4, vous voyez le graphique 4, ou la figure 4, hein, si on regarde bien la figure 4, on voit que lorsque alpha, c'est-à-dire V0 égale à 13,8 mètres par seconde, à la vitesse initiale donnée au boulet, et si alpha égale à 41 degrés, on est à D égale à 21,69 mètres. Vous voyez? Donc pour ces deux informations de la figure 4, on est quand même au record du monde du lancer du poids. Donc la figure 4, bien entendu, me donne, hein, la valeur de V0 et de alpha pour être à D égale à 21,69 mètres. Maintenant la figure 3, déjà, elle est réalisée à un angle qui est égal à 41 degrés. Donc alpha, c'est 41 degrés. Et on voit que lorsque V0 égale à 14 mètres par seconde, on est au-delà de cette distance. Vous voyez, on est au-delà de la distance D qui est donnée ici par 21,69 mètres. Donc, le record peut être battu. Voilà la réponse à la question. Peut être battu. Bien, je reviens sur la dernière question, parce que j'ai donné la réponse, mais sans les graphiques. Maintenant, je vais expliquer un peu les graphiques. Voilà. Je prends d'abord la figure numéro 3, qui est celle-là, la première. Sachez que alpha égale à 41 degrés, et on fait varier la vitesse V0. Donc vous voyez que alpha est un angle constant dans ce cas-là, c'est 41 degrés, et puis la vitesse V0 prend des valeurs différentes. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus V0 augmente,
plus la distance d, c'est-à-dire la portée, ça s'appelle la portée ici, augmente. Hein? Donc plus V0 augmente, plus d augmente aussi. Donc vous voyez que la courbe verte, rouge et noire représentent des vitesses initiales différentes. Maintenant, si la vitesse elle est maintenue constante, c'est-à-dire V0 constante, la vitesse initiale, mais on fait varier l'angle. Donc là, on remarque que, vous voyez que pour alpha 37 degrés, c'est la courbe verte. Donc il arrive jusqu'à ce point. Pour alpha égale à 41 degrés, la portée elle est beaucoup plus grande. Vous voyez, il arrive à 21,69 mètres, c'est-à-dire le record du monde. Et on s'aperçoit que si alpha augmente encore, hein, si on arrive à 48 degrés, hein, c'est ce qui est donné sur la courbe, et bien la portée diminue. Vous voyez que 48 degrés, on est à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V0 est constante. À un moment donné, lorsque alpha augmente, la portée augmente, mais elle arrive à un maximum, et après, elle commence à diminuer, ce qui est logique. Vous voyez que, admettons, je prends le cas limite, je prends alpha 90 degrés, vous voyez? Donc ça va être vraiment un mouvement vertical, donc ça va tomber exactement sur 0 si vous voulez, vous voyez? Et donc si le alpha il est inférieur à 90 degrés, eh bien, la trajectoire, bien entendu, il sera trop haute comme ça, mais après il tombe à une portée plus faible, vous voyez? Hein? Vous voyez, la dernière coupe que j'ai faite, hein, ça représente tout ça, vous voyez? Et après, plus ça monte, plus ça... Vous voyez, plus la portée est faible. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces deux graphiques? D'abord, jusqu'à 41 degrés, je vois que ça a augmenté, vous voyez? Donc, j'ai aucune information au-delà de 41 degrés. Donc, je vais prendre alpha égale à... Donc, je vais prendre alpha égale à 41 degrés. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec ça, vous voyez, j'ai une portée beaucoup plus grande que 40 degrés, que 35 degrés, que 37 degrés. Donc ça, c'est la première information qui est donnée à partir de ce graphique-là. Maintenant, pour le graphique numéro 3, la figure numéro 3, eh bien, je vois que pour 14 mètres par seconde, hein, la courbe, bien sûr, correspond à la plus grande portée, vous voyez, jusque-là. Vous voyez, par rapport à 13,8, à 13,2, donc j'ai la portée la plus grande. Hein, pourquoi? Parce que la figure 3, elle est faite à 41 degrés. Vous voyez, à 41 degrés, 14 mètres par seconde m'a donné, bien entendu, la portée la plus grande. Donc ici, je vais prendre V0 égale à 14,0 mètres par seconde. Donc vous voyez que ça, il est donné du graphique numéro 3, ça du graphique numéro 4. Par conséquent, ce sont ces deux informations qu'il me faut pour battre le record du monde. Et là, j'ai fait un trait, vous voyez, regardez. Si je trace, vous voyez, j'ai tracé l'axe. Bon, je vais le mettre. Bon, j'ai tracé l'axe vertical comme ça, vous voyez, regardez. Ici, je pars de cette portée qui est là, qui correspond à V0, 14 mètres par seconde. Et bien entendu, si je prends alpha égale à 41 degrés, comme c'est noté ici, et V0 égale à 14 mètres par seconde,
j'arrive à ce point-là et ce point-là, il va arriver ici au-delà de 21 mètres 69. Vous voyez, j'ai calculé à peu près, c'est 22 mètres 32. Vous voyez, 22,32 mètres à peu près. Donc vous voyez que la combinaison de alpha 41 degrés et V0 14 mètres par seconde me permet de battre le record du monde qui est donné sur le sujet. Et sachez, c'est parce que ce graphique, le graphique numéro 3, il est fait à 41 degrés. Donc je sais qu'à 41 degrés, avec V0 14 mètres par seconde, j'arrive en ce point-là. Donc ça, ce sont des tests qui ont été faits par l'entraîneur de l'athlète. Donc voilà le complément pour la réponse à la dernière question.